On entendait Jean-Marc Lidouana il y a quelques instants qui nous disait cette économie, elle va durer. Voilà, c'est pas juste comme ça, a priori, donc un feu de paille, hein. C'est vrai que le secteur ne connaît pas la crise, on l'a vu avec ces chiffres hallucinants donc communiqués il y a un instant. Et c'est vrai qu'on est loin du troc en vogue, hein, autrefois dans certains milieux alters, dans certains milieux bas. Non, c'est une économie à temps plein, une économie au sens propre, hein, Philippe Moati. Oui, évidemment, ça pose la question du périmètre, hein, de la définition du périmètre de ce dont on parle. Mais il est clair que je crois que l'impulsion est partie quand même des consommateurs. Et je crois que le cœur du système économique n'a pas vu le coup partir. Et ça révèle, en tout cas c'est mon interprétation, une sorte d'épuisement d'un épisode de l'histoire du capitalisme, ce capitalisme industriel qui a prospéré pendant les Trente Glorieuses, et qui nous montre ici du côté de la consommation qu'il est un peu à bout de souffle. Dans les enquêtes que nous faisons à l'Obsoco, nous avons objectivé qu'à peu près un Français sur deux aspire à consommer mieux. Donc si un sur deux aspire à consommer mieux, c'est quelque part qu'il y a quelque chose de déceptif dans le modèle de consommation. Alors c'est sûr que la crise a contribué à cette prise de conscience, mais pas seulement. Et quand on interroge les gens, notamment ceux qui prétendent vouloir consommer mieux sur qu'est-ce qu'ils attendent de la consommation, qu'est-ce qui les déçoit dans le modèle actuel, on se rend compte qu'il y a au moins deux facteurs qui se combinent et qui, à mon avis, vont durer. Il y a d'abord la question de l'optimisation du pouvoir de consommation. On a traversé quasiment 10 ans de stagnation du pouvoir d'achat en moyenne, et cette moyenne dissimule des grandes disparités. Il y a une partie de la population qui a décroché. Et donc c'est de plus en plus difficile d'arriver à boucler ses besoins. Et donc, il y a des aspects du modèle de consommation qui ne nous conviennent plus, si vous voulez. L'obsolescence programmée, par exemple. 82% des Français sont convaincus que les industriels font exprès de faire en sorte que les produits tombent en panne rapidement pour qu'on les remplace. L'incitation à la surconsommation en permanence, le pseudo-choix, la pseudo-innovation, tout ça est aujourd'hui déceptif et on a envie d'avoir un meilleur usage de son pouvoir d'achat, que chaque euro dépensé nous apporte le maximum d'effets utiles. Et à ça s'ajoute quelque chose qui reflète un malaise sociétal diffus, c'est par rapport à une sorte de perte de sens, hein. C'est la volonté justement à travers la consommation, au-delà de se procurer des choses utiles pour soi, eh bien de faire un geste qui a une certaine signification, un geste de responsabilité à l'égard de sujets qui nous préoccupent. Alors selon les personnes et selon les pratiques, ça va être un geste pour l'environnement, ça va être un geste pour l'emploi, ça va être un geste pour mon quartier, mais voilà, trouver un supplément d'âme dans sa consommation. Et dans la consommation collaborative, on trouve ça. Alors quand on interroge les gens qui pratiquent ce genre de consommation, le premier motif, c'est systématiquement un motif économique. Je vais me procurer ce dont j'ai besoin pour moins cher, hein, tout simplement. Il ne faut pas se tromper. Mais il y a aussi ce petit supplément d'âme. La difficulté... Comme nettoyer les routes de l'Oregon tout à l'heure, par exemple. Exactement. Voilà. Alors, c'était donc assez en rupture, si vous voulez, au démarrage, et je trouve qu'on est en train de vivre ce qu'on vient d'entendre, et le fait que vous soyez rassemblés aujourd'hui autour de ce thème est révélateur. Ce qui se présentait un peu comme une alternative au départ, avec des consommateurs qui en faisaient un acte un peu militant, avec des start-up qui avaient un discours un peu rupturiste, hein, par rapport au cœur du système, on voit que tout est en train un peu de rentrer dans l'ordre, en quelque sorte, hein. Alors on peut s'en affliger. Moi, je vois plutôt ubérisation comme un terme péjoratif. Je vois à travers ubérisation un coup de canif, pour ne pas dire un coup de poignard, dans le statut du salariat. Je vois là-dedans un libéralisme complètement débridé. Je vois des gens qui s'adonnent à ça parce qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Donc on peut être très, très négatif. Et globalement, ce qu'on a dit tout à l'heure sur Airbnb, qui a une capacité d'accueil qui dépasse celle d'Hilton, c'est quand même formidable. On a ici le stade suprême du capitalisme, un capitalisme sans capital. C'est-à-dire qu'on arrive à une montée en puissance aussi rapide sans avoir besoin d'investir des milliards et des milliards dans des hôtels, etc. Donc mise au travail dans des conditions douteuses, valorisation d'actifs des particuliers, les voitures des particuliers, le temps des particuliers, la volonté de partager des particuliers. Voilà. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que je pense, et peut-être qu'on y reviendra, ça augure d'une transformation radicale du capitalisme, et le fait que les entreprises traditionnelles aujourd'hui s'impliquent là-dedans, c'est très intéressant, et je crois qu'on a au bout du compte la perspective d'une économie moins tournée sur le produit pour lui-même, mais davantage tournée vers l'apport de solutions, des effets utiles pour les populations. Et là, je pense qu'il y a peut-être une occasion de rebond pour un système qui est un peu à bout de souffle, et peut-être, mais je mets beaucoup de guillemets, beaucoup de précautions, une perspective d'arriver à concilier croissance économique et les enjeux du développement durable. Ouais, et on y reviendra tout à l'heure, rendez-vous très intéressant avec Vivek Badrinath, donc, qui est le directeur général adjoint du groupe Accor, qui est le monsieur numérique, donc, qui sera avec nous dans 3 quarts d'heure à peu près, justement sur cette rencontre entre les anciens
et les modernes, quelque part. Olivier Marcheteau est avec nous également, et ça tombe bien, parce que tout à l'heure, il y avait un tweet qui regrettait que, bien, au milieu des Uber, des Airbnb, finalement, on ne donne pas la parole aux initiatives françaises. Mais si elles sont là, les initiatives françaises, il y a Vestiaire Collectif. Oui, sur quoi ça repose, cette économie collaborative? Est-ce qu'au départ, il y a un manque, finalement, un service qui n'est pas assez bien rendu, un secteur où il n'y a pas assez de concurrence, finalement, et là-dessus, vous intervenez, vous? Oui, je pense que ça part d'une expérience simple qui est les placards pleins de vêtements qui servent plus ou d'accessoires dont plus personne se sert. Donc moi, je pense que l'économie collaborative, on parlait création de valeur ou pas création de valeur. Marché du luxe, je crois que tous les ans, c'est 200 milliards dans le monde, donc 200 milliards de produits vendus, dont une grande partie finit par ne pas être utilisée et ne plus servir à rien. Donc moi, je crois que dans l'économie collaborative, il y a la remise à disposition du marché de produits qui ont été vendus une première fois et qui pourraient être utilisés par d'autres gens. Alors effectivement, c'est la théorie de la possession versus l'usage, et je crois qu'effectivement, il y a un déplacement vers l'usage. Donc Vestiaire Collectif, ça part de cette idée simple. Après, je pense que comme dans beaucoup d'endroits dans l'économie collaborative, il ne faut pas négliger la dimension technologique. Il y a eu une vraie rupture pendant les années 2000. Aujourd'hui, la technologie permet de faire plein de choses simples et de toucher aussi des marchés mondiaux. Donc aujourd'hui, nous, il y a 400 000 produits en vente sur le site. On a 4 millions de membres partout dans le monde. Et donc, on a créé le plus grand magasin virtuel de produits de mode de haut de gamme et de luxe. Et ça, sans la technologie, ça ne serait pas possible. On traite 4000 produits tous les jours qui rentrent dans le catalogue. Les gens dialoguent sur la plateforme en différentes langues grâce à des logiciels de traduction automatisés. Tout ça, ce n'était pas possible on va dire, il y a une dizaine d'années. Vous pouvez mettre un produit ou l'acheter en vente, le mettre en vente ou l'acheter en quelques clics sur un téléphone mobile. Si vous cherchez un sac d'une grande marque de luxe française introuvable en magasin, voilà, c'est tout ça qu'on rend possible. Donc c'est à la fois de la création de valeur par une meilleure réponse à des besoins consommateurs, puis ça remet à disposition, et je pense que c'est vrai pour Airbnb sur les appartements, c'est vrai sur tout ce qu'on évoquait sur les perceuses, c'est des choses qui dorment dans des placards et auxquelles on redonne de la valeur. Et puis il y a cette dimension collaborative, communautaire. Voilà, nous, les gens suivent des fashionistas. On peut suivre quelqu'un dont on se dit, tiens, dans son vestiaire, finalement, ça fait plusieurs fois que je vois des produits qui m'intéressent. Je vais avoir envie de savoir à chaque fois que cette personne met en vente quelque chose. Je vais dialoguer avec elle sur la plateforme. Voilà, on recrée une forme de lien humain. Et puis, il y a une forme de coproduction du service, parce que c'est effectivement les internautes qui font notre catalogue. Et c'est eux qui font la réalité des interactions sur la plateforme tous les jours. Après, moi, je rejoins un peu l'idée que à la fin, ça reste très. C'est pas. Je crois qu'il y avait la question qui traînait sur le capitalisme. Est-ce que c'est la fin du capitalisme? Non, je pense qu'à la fin, c'est très capitaliste. Et il ne faut pas négliger le rôle des plateformes. Il y a des investissements. Uber, il y a des très gros investissements technologiques. Voilà, nous, ça fait 5-6 ans que Vestiaire Collectif existe. Il y a plein de techno derrière. Il y a des millions d'euros qui ont été investis dans la facilité de service qu'on propose à nos utilisateurs. Et quelque part, c'est vraiment j'allais dire, les Américains diraient des enablers, mais les acteurs, il ne faut pas négliger le fait que ces marchés, ils existent parce que les acteurs ont à un moment trouvé une façon très simple de proposer le service. Et moi, je suis différents marchés. Voilà, il y a quelques années, mon père est professeur d'anglais. Je suis persuadé que le collaboratif pour les cours de langue, ça devrait marcher. Tout le monde en est persuadé, mais il n'y a pas de Uber qui est émergé dans ce domaine-là encore, à ce stade, parce que on n'a pas trouvé exactement la bonne façon de mettre en relation l'offre et la demande. Vous avez donné des idées peut-être à certains. Pour bien comprendre les clés, François Monboise, donc président de la FEVAD, organisateur donc de ces enjeux du e-commerce 2015, quelles en sont les clés justement? Sur quoi ça repose, cette économie collaborative? On a vu beaucoup de définitions d'économie collaborative. Moi, il me semble que vraiment la définition, c'est qu'on passe d'une relation marchand-client à une relation peer-to-peer. C'est-à-dire qu'on n'est plus le client qui accepte qu'un marchand vous dise voilà, c'est tel produit à tel prix. On va chez des gens comme soi, des gens qui sont les mêmes. On ne va plus chez un hôtelier payer une chambre. On va chez d'autres gens. La pub Airbnb est magnifique là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On voit une jeune femme qui explique qu'elle va dans une ville étrangère. Elle rencontre des gens. Et ces gens lui font découvrir un café qu'elle n'aurait jamais connu sinon, etc., etc. C'est le rôle du concierge dont vous parlez. Donc ça se décline partout, hein, dans les taxis, dans tout. Il y a une fibre, je crois, écologique qui est assez forte. C'est-à-dire que maintenant, les gens se disent que quelqu'un qui est tout seul dans une super BMW et qui fait 400 km, c'est pas bien. Il y a du gâchis quelque part, il faut l'utiliser. Ou
Comme Olivier le dit, quelqu'un qui a une robe de soirée qui sert 2 fois dans l'année, c'est pas bien. Donc il y a cette dimension. Il y a la dimension prix. Et je crois qu'on achète à des gens normaux. Moi, je le relie, LIE, à la crise de l'autorité, en fait. Vous savez, quand on demande aux gens en qui vous avez confiance, les institutions en prennent vraiment plein la gueule. Les gens ont confiance dans leurs peers. Je l'avais vu, ça, enfin, je le relie, et lui toujours, à ce qui se passe maintenant. Quand j'étais à la FNAC, j'ai passé 10 ans à la FNAC, on avait vu, et la FNAC en était très inquiète, que les avis consommateurs commençaient à prendre plus d'importance que les avis du labo de la FNAC. Alors la FNAC, pour ceux qui ne connaissent pas, le labo de la FNAC, c'était le Graal. C'était des ingénieurs complètement incorruptibles avec des ordinateurs qui vous disaient que tel téléviseur avait un rendu couleur meilleur que tel autre à 4,22 contre 4,06 et tout le monde le croyait, c'était bien. Et maintenant, vous aviez Toto22 qui disait « ouais, les couleurs sont super ». Et les gens disaient « ça, j'y crois plus parce que c'est quelqu'un comme moi ». Et j'ai l'impression que dans Uber, il y a ça. Et donc les réponses, enfin je suis désolé, mais la réponse du gouvernement est la pire qui soit. C'est-à-dire interdire Uber, convoquer les 2 gars sur... C'est pas du tout sur Uber, hein, vous savez qu'ils sont attaqués sur des clauses abusives. C'est pas la bonne réponse. Alors le problème, c'est que ces innovations viennent très souvent, pour pas dire dans la quasi-totalité des cas, de sociétés californiennes établies fiscalement aux Bermudes, qui font transiter les sous par les Pays-Bas, et donc il y a un côté érosion fiscale. Et donc on le connaît sur e-commerce avec Amazon, on nous dit e-commerce égale vous ne payez pas d'impôts, égale vous êtes des méchants. Non, il ne faut pas tout mélanger. Il y a une question d'impôt et il y a une question sociale aussi. Moi, je pense qu'il faut réguler Uber. Il faut que l'État trouve un moyen que Uber participe aux contributions sociales et fiscales. C'est d'autant plus facile, contrairement à ce qu'on l'entend, c'est que ce n'est pas du blague. Tout passe par un site. Avec une carte bleue, on connaît le nom de l'acheteur, du client. Donc il faut réguler, adapter la société. Sur la bulle, moi je pense que oui, il y a une bulle des valos, c'est possible, des valorisations, parce que c'est monstrueux, mais il n'y a pas une bulle de l'usage. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de gens qui utilisent ces services pour des bonnes raisons, donc ça va durer. Maintenant, les sociétés sont peut-être valorisées plus cher, mais c'est un autre enjeu, je distinguerai les deux. Alors, on est aussi ce matin avec Raphaël Enthoven, alors qui n'est pas du tout un expert du e-commerce. Il est venu ce matin comme consommateur, peut-être qui note en effet sur le site de la FNAC, hein, et qui est professeur de philo. Est-ce que vous avez l'impression d'assister à une révolution donc, au travers de cette économie collaborative ? Écoutez, non. J'ai vraiment l'impression que les problèmes sont les mêmes et que peu de choses ont changé. Il faut revenir sur la naissance d'Uber, sur les conditions de la naissance d'Uber. Pour mémoire, tout le monde doit le savoir, ou presque. Travis Kalanick arrive à Roissy et il fait comme tout le monde quand on arrive à Roissy, il attend un taxi 3/4 d'heure. Et il est furieux, il est furax. Et que voulez-vous ? Il faut pas déplaire aux gens inventifs. Il rentre chez lui et il décide de créer Uber. C'est-à-dire qu'il décide de créer quelque chose qui est né, dont le principe, la raison d'être et les modes de fonctionnement sont l'antithèse, non pas du taxi, mais du taxi français. Attention, non mais c'est très important cette histoire, parce que dans le combat qu'il y a entre les taxis et Uber, c'est la guerre du papa contre le fils géant. C'est un papa nain contre un fils géant. Ce qui s'est passé là est très important. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne chez Uber, la façon dont on devient un Uberman. C'est plus facile quand on est Uber Pop que quand on est Uber X, mais enfin bon, la façon dont on devient un Uberman, les étapes qu'il faut franchir n'ont rien à voir avec les 9 cercles de l'enfer qu'il faut traverser pour enfin devenir taxi et avoir encore une licence à rembourser jusqu'au moment où on la revend. Donc, la disponibilité des gens, le fait qu'on ouvre la porte aux clients, ce qui est parfaitement inutile, ce qui ne sert à rien, cette politesse qui se met en scène en permanence. Je veux dire, voulez-vous savoir tout ce que la France n'est pas? Allez chez Uber. Et il y a quelque chose de ce point de vue de très intéressant. Il y a, au-delà de la lutte des taxis contre Uber, il y a une lutte vraiment du village gaulois contre le village global. Et il y a là quelque chose, je crois, de tout à fait significatif qui me fait penser, ceux d'entre vous qui sont amateurs des Schtroumpfs sauront de quoi je parle. Dans les Schtroumpfs, vous savez, il y a une bande dessinée où les Schtroumpfs sont envahis de l'intérieur par les Niaps. Vous voyez ce que je veux dire ? Les Niaps, c'est une sorte de virus, c'est une guêpe noire qui pique les Schtroumpfs, ils deviennent tout noirs, et ils se transmettent le virus, en se mordant la queue. Et le village Schtroumpf finit par rendre les armes, forcément, parce que le hameau bleu disparaît sous la pression des Niaps, qui sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus efficaces, qui fonctionnent très bien, et qui surtout n'ont aucun état d'âme. Et alors, ce qui est paradoxal avec Uber, c'est que l'extrême sollicitude dont témoignent les chauffeurs, par exemple, et je me situe ici Uber X, mais enfin, Uber Pop, ça commence à prendre aussi. Le jour où Uber Pop aura pris le pouvoir, on verra que la sollicitude ne sera pas moindre.
l'extrême sollicitude des chauffeurs, l'extrême politesse des chauffeurs, l'obséquiosité des chauffeurs, qui a quelque chose d'exaspérant, a quelque chose aussi de répétitif. Si vous entrez dans une voiture Uber, on vous dit bonjour monsieur, bienvenue chez Uber, bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue chez Uber. Voilà, vous avez de l'eau si vous le souhaitez, on la voit, on l'a sous les yeux. Si vous voulez des bonbons, on peut vous servir, on les voit, on les a sous les yeux aussi. Avez-vous une radio préférée? Souhaitez-vous que je baisse la clim? Et en fait, ces questions-là, on vous les pose à chaque fois que vous montez dans une voiture. C'est-à-dire que c'est une sollicitude qui se fout d'être répétitive. C'est une sollicitude qui ne vous est pas adressée. Elle ne s'adresse pas au client. C'est une politesse qui ressemble aux plumes d'un paon, si vous voulez, qui a besoin, parce que c'est un service naissant, d'exhiber ses qualités, comme le paon naissant exhibe ses plumes. Ça n'est pas destiné au client. Et ça, c'est tout le paradoxe. C'est que, qu'est-ce qu'on fabrique avec Uber, avec la dissolution, la disparition tendancielle des intermédiaires? On fabrique... Uber joue sur le développement de l'autonomie, sur le sentiment qu'avec Internet et avec l'économie collaborative, chacun va pouvoir se faire lui-même, se construire lui-même sa petite vie. Mais c'est une illusion, c'est une erreur de penser, c'est en cela qu'à mon avis les problèmes ne changent pas, de penser que cette disparition cette célébration de l'autonomie ne va pas de pair avec une uniformisation des comportements. En réalité, plus les individus veulent se faire eux-mêmes, se fabriquer eux-mêmes leur petite existence, être l'origine radicale de leur petite existence, plus ils ont les comportements de tout le monde, plus la prestation qu'ils reçoivent, qui leur semble spécifiquement destinée, est en réalité une prestation absolument standardisée. Et c'est ce double mouvement qui est intéressant chez Uber. On flatte l'individu en vous, et en réalité, c'est le mouton qu'on caresse. Et il faut s'intéresser, je crois, à ces deux dimensions. Voilà. Voilà, Raphaël Enthoven, souvenir, les schtroumpfs et les niappes. Olivier Marcheteau, vestiaire collectif, il ne croit pas à une révolution, Raphaël Enthoven, oui ou non? Moi, alors, d'abord, sur Uber, je pense qu'on oublie souvent quand même de parler de quelque chose, c'est qu'au départ... Et parlons au-delà d'Uber, peut-être. Non, mais justement, je voulais en sortir après, mais sortons sur les ça, fondamentaux, c'est quand même des gens qui ont adressé un marché qui n'était pas efficace. Ah oui. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire, voilà, donc Le à la fin, c'est de le la service techno, était pas un bien service rendu, bien ce qu'on disait conçu, tout à l'heure, et ça bien sûr. avance. Donc voilà. Non, nous, moi, dans le domaine que je connais, les révolutions, elles sont fortes sur la mode, le fast fashion. Voilà l'idée. Moi, j'ai des cheveux blancs, hein, j'ai 45 ans. Quand j'étais jeune, les collections de vêtements, c'était 2 fois par an. Maintenant, c'est la collection permanente. Les produits changent. Donc, il y a une révolution. Il y a des révolutions dans les marchés de consommation et qui créent des opportunités. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les vrais fans de mode, ils portent les produits 3 mois. Ils sont les premiers à les identifier. Ils savent qu'ils ne les remettront pas. Et donc, après, ils se disent finalement, je n'en ai plus besoin. Et je vais le revendre. On a parlé de révolution technologique tout à l'heure. Et après, l'autre révolution pour moi, je pense que François en parlait un petit peu, c'est la révolution de la relation directe consommateur ou intermédiaire consommateur à consommateur. Acheter à un autre particulier quelque chose, un service, un bien, je pense qu'aujourd'hui, ça ne pose plus problème à personne. Pourquoi ? D'abord parce que je pense qu'effectivement, on est rentré dans une démarche où on se dit que c'est presque mieux que d'acheter à un grand Satan du capitalisme. Mais je pense aussi qu'il y a tout un travail qui a été fait par un ensemble d'intermédiaires sur la sécurisation des transactions, sur les notations, sur la transparence des modèles, qui fait que les intermédiaires permettent cette confiance et cette mise en relation. Nous, par exemple, voilà, on contrôle les produits physiquement quand les gens les ont vendus sur la plateforme. Ça veut dire vous n'achèterez pas un faux sac chez nous. Voilà, c'est l'équivalent d'autres pratiques sur d'autres plateformes collaboratives. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui permet à la fin que ce développement du collaboratif se fasse. Parce que je pense qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, il y avait des gens qui avaient sans doute les mêmes idées. Il n'y avait pas la même capacité à mettre de la sécurité et de la confiance dans les paiements, les livraisons, les interactions. Oui, Raphaël Enthoven, tout de suite, vous disiez il n'y a pas forcément de révolution. Très bien, on a parfaitement compris votre démonstration, mais vous avez des commerçants à côté de vous. Vous avez Olivier Marcheteau, vous avez François Monboise, président de la FEVAD. Vous leur dites quand même, votre métier a changé, votre vision a changé quand même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de changement. Ouais. Je dis que les problèmes sont les mêmes. Je dis que les problèmes sont les mêmes. C'est-à-dire que vous ayez des intermédiaires ou pas, de toute façon, vous êtes évalué et en réalité, la prestation qu'on vous propose est une prestation qu'on quantifie. C'est très intéressant d'ailleurs que certains ministres de l'éducation ou professeurs d'ailleurs militent pour la dissipation des notes alors qu'on assiste à une surmultiplication des notes dans la totalité des rapports marchands. Tout est évalué, tout est quantifié en permanence. On pourrait dire en un sens, je joue à dessein de l'ambiguïté de l'expression, tout est vendu. Tout est vendu. De la prestation, la simple politesse, tout est quantifié. On est dans un régime de quantité générale. C'est en cela, si vous voulez, que les choses ne me semblent pas devoir changer tant que cela. Et à cela s'ajoute le fait que la dissipation des intermédiaires, dont on pourrait penser
qu'elle est une liberté reconquise de l'individu, au fond, qui ne se laisse plus dicter sa conduite par des grandes centrales, mais qui est vraiment l'acteur de sa propre existence. Cette dissipation-là, c'est un phénomène qu'on retrouve par exemple dans les grandes écoles, où quand vous avez des réunions, des conseils de classe tous les semestres, vous avez le représentant des élèves qui est là et qui est chargé d'évaluer les profs. Donc vous avez un élève de 22 ans qui regarde un professeur qui enseigne depuis 30 ans en disant « On a été plutôt déçu par votre cours ». On a envie de lui dire « Ta gueule, apprends à écrire ton prénom ». Je veux dire, mais que voulez-vous ? Ce que je veux dire ici, c'est que là où les problèmes ne changent pas, c'est qu'on assiste à une extension du domaine de la quantité. En réalité, sous la dissipation des intermédiaires, c'est aussi une expansion du domaine de la quantité et qui, à cet égard, me semble non pas ni dangereuse, ni vertueuse, ni vicieuse. C'est juste un fait, c'est une évolution, mais je n'y vois pas en rien une révolution. Dans la pratique d'un métier, c'est certain. Il est sûr qu'on ne gère pas de la même façon la FNAC aujourd'hui et il y a 20 ans, par exemple. Bien sûr. Vous en parlerez peut-être, mais... en revanche, les termes, les situations n'ont pas changé. Je vais vous dire, les problèmes n'ont pas changé depuis Aristote. Les problèmes n'ont pas changé depuis qu'Aristote expliquait dans les politiques qu'il y avait d'un côté la valeur d'usage et de l'autre côté la valeur d'échange. Qu'est-ce que c'est ? Très rapidement, vous le savez déjà. La valeur d'usage, il prend l'exemple d'un cordonnier. La valeur d'usage, c'est un type qui construit ses chaussures pour les porter. La valeur d'échange, c'est un type qui s'aperçoit un jour qu'il peut construire, au lieu de faire une paire de chaussures pour la porter lui, il peut en construire deux et en vendre une. Alors il construit deux paires, il s'en garde une, puis il vend l'autre. Et on entre dans la valeur d'échange. C'est là, monsieur le juge, que tout a commencé, si vous voulez. C'est là que le capitalisme est arrivé, que l'économie est née en vérité, la crématistique est née. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Uber ? Qu'est-ce qui se passe ? On fait passer pour de la valeur d'usage, genre un service qui n'est fait que pour vous. Eh bien, on fait passer pour de la valeur d'usage ce qui relève de la plus absolue valeur d'échange et du régime généralisé de la quantité. C'est en cela que les problèmes, à mon avis, demeurent par-delà les différences d'outils. Voilà, ce sont les outils qui varient. Les problèmes, eux, je crois, restent les mêmes. Ouais, finalement, on est plus intéressé par la valeur, finalement, de l'usage que posséder l'objet en tant que tel, hein, Philippe Moati. Si on avait le temps, on pourrait débattre. Je suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je le voyais un petit peu là, derrière. Moi, je pense qu'on vit une révolution. Rassurez-moi, vous êtes d'accord pour qu'on soit en désaccord. C'est déjà pas mal. C'est déjà, tout est bien, alors ça va. Mais non, parce qu'il faudrait qu'on ait plus de temps. Je pense qu'on a bien une révolution, mais elle n'a pas commencé hier matin. Je pense que c'est un processus qui a démarré au moins depuis le premier choc pétrolier. C'est une mutation du capitalisme et c'est une révolution parce qu'on est en train d'assister à un retournement copernicien. C'est-à-dire qu'on avait une économie pilotée par l'amont, qui allait vers l'aval, on poussait des produits sur les marchés, et très lentement, parce que c'est très compliqué, la machine se retourne. Et elle part des marchés, elle part des clients, et ça remonte. Le toyotisme, pour reprendre le flux tendu, c'était les premières manifestations de cette inversion qui a commencé dans le domaine industriel. Et ce à quoi on assiste avec l'ubérisation, ou plutôt généralement l'économie collaborative, c'est une étape supplémentaire, et qui témoigne, j'en suis bien d'accord, d'une extension du champ de la marchandisation. On est en train de marchandiser des choses qui ne l'étaient pas, notamment cette propension qu'on aurait à se rendre service, à partager, etc. Et là, je pense qu'il n'y a pas de jugement à porter, c'est une évolution. Hein. On va vers un capitalisme tiré par l'aval, qui va retrouver dans cette capacité à mobiliser l'intelligence des consommateurs une opportunité de rebond dans la création de richesses. Alors, encore une fois, on peut trouver que c'est abominable, extension de la marchandisation, stade suprême du capitalisme, ça pourquoi pas, mais c'est comme ça de toute façon. Il y a une opportunité de rebond, et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a du positif à deux niveaux. Le capitalisme a perdu sa légitimité. Il a atteint son top de légitimité pendant les 30 Glorieuses, parce que croissance économique était synonyme de progrès social, pour tous, très largement partagé. Depuis l'entrée en crise, depuis la fin des années 70, on peut douter. On a l'impression d'une économie qui tourne sur elle-même, et c'est ça qui crée la défiance dont on avait parlé tout à l'heure à l'égard des institutions, notamment des grosses institutions de l'économie, des grosses entreprises. Avec le collaboratif, potentiellement, on retrouve la légitimité. Voilà, les gens contribuent, on les écoute. On n'est pas seulement des consommateurs passifs, nous devenons acteurs de la consommation, voire même on peut nous solliciter pour participer à la production, avec le crowdsourcing dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est bien mieux que la RSE de ce point de vue-là. C'est bien mieux que la RSE. On peut réinféoder la population dans le fonctionnement d'un système qui est donc au service de la population. Donc gain de légitimité, mais attention,
Il ne faudra pas que le cynisme aille trop loin, parce qu'on va se rendre compte que les consommateurs créent de la valeur pour les entreprises et que cette valeur n'est pas partagée. On commence à entendre des choses de ce type-là. Google se nourrit de notre intelligence collective et on n'a pas de retour à part un moteur de recherche performant. Hein. Donc il faudra faire attention, il y a un argument de légitimité, mais il faudra le soigner pour que ça dure. Et enfin, et je termine là-dessus, je crois que le fait que les marchés soient pilotés par la demande nous amène à prendre de la distance par rapport au produit. Le produit, c'est l'artefact matériel, le support matériel des effets utiles. Or, ce que veulent les consommateurs, c'est de bénéficier d'effets utiles et d'avoir des solutions à leurs problèmes de consommation. Que ça passe par l'acquisition d'un droit de propriété sur un produit ou non. Et ce qu'ils nous disent à travers la consommation collaborative, c'est que finalement, cette forme canonique qui a été imposée par le capitalisme industriel des 30 Glorieuses n'est pas nécessaire. Et donc, si on arrive à vendre des effets utiles et des solutions sans passer par le stade du produit d'une manière systématique, on peut imaginer une forme de dématérialisation de la croissance. Et cette dématérialisation, elle est rendue nécessaire par les enjeux du développement durable. Donc, gain de légitimité, perspective encore incertaine d'une économie dématérialisée, compatible avec les enjeux environnementaux, là, il y a quelque chose de positif. Simplement, comme tout phénomène émergent, il va falloir un petit peu encadrer tout ça, parce qu'on voit bien qu'à côté des effets positifs, il y a des effets pervers qui pourraient même compromettre cette dynamique dans l'œuf. Ouais, Raphaël Enthoven et ensuite François Monboise qu'on retrouvera. Oui, rapidement, non, mais c'est certain qu'il y a des effets positifs, mais juste pour vous dire à quel point les problèmes ne sont pas nouveaux, la dématérialisation, la tendance vers la dématérialisation, elle est décrite depuis des siècles. Elle est décrite depuis des siècles. L'atténuation du support au profit de ce qu'il propose, dans l'histoire de l'esthétique, elle était inscrite depuis des siècles. Du passage du sphinx à un tableau, par exemple, qui invente la perspective. Si vous voulez, de l'émergence de la forme d'une matière dans le sphinx ou de la pyramide qui devient un sphinx, pour en venir à l'invention de la perspective, on est dans la dématérialisation de toute façon. C'est un mouvement qui va bien plus loin que la technologie et qui précède de très très loin la technologie. Ce qu'on décrit comme économie collaborative et comme une idée neuve, pardonnez-moi, c'est une idée qui a été inventée par le Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois, dans les années 50, inventait la ligne de masse. Qu'est-ce que c'était la ligne de masse? C'était aller recueillir les doléances du bon peuple pour ensuite les récupérer à Pékin et ensuite produire des lois qui étaient censées être l'expression de ces doléances. En réalité, tout était écrit à l'avance et on ne faisait que recueillir ou prélever parmi les doléances celles qui correspondaient aux choses qui ont déjà été décrites. On appelle ça en France la démocratie participative. C'est le même genre de faux-semblants, si vous voulez. Et puis, un dernier point, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour en discuter, mais un dernier point. Je reviens un instant sur la politesse du chauffeur, sur la prestation. Le chauffeur, encore une fois, vraiment rapidement. Non, mais tout va bien. Le chauffeur, encore une fois, c'est pas à vous qu'il parle, c'est pas à vous qu'il s'adresse. Si vous êtes monsieur, madame, il pourrait vous appeler madame si vous êtes monsieur, sans y voir un inconvénient en vérité. C'est pas à vous qu'il s'adresse. Mais ça, pardon, mais c'est le garçon de café. C'est le garçon de café tel que Sartre le pense. Sartre s'assoit un jour à la table de la coupole et il voit le garçon de café passer à côté et le type, il essuie les tables en faisant le même geste avec son chiffon, indépendamment du lieu où se trouvent les miettes sur la table. Il se dit, tiens, c'est marrant, il essuie pas la table pour enlever les miettes, il essuie la table pour montrer à tout le monde qu'il essuie la table. Et ce jour-là, il comprend que le garçon de café, qui dit un express 1, qui porte son tableau un tout petit peu en équilibre alors que c'est pas la peine et que c'est plutôt dangereux, joue au garçon de café. Les chauffeurs, Uber, jouent à être chauffeurs. Je veux dire, c'est fou ce que les problèmes... Pardonnez-moi de le dire comme ça, et je ne veux pas calmer l'enthousiasme, etc. Je sens beaucoup d'enthousiasme vers l'avenir, tourner vers l'avenir. Mais enfin, c'est quand même fou ce que les problèmes se ressemblent. Voilà. François Monboise, la fameuse ligne de masse transformée par la foule, c'est l'objet de ce tableau. Qu'est-ce qui valent ces commentaires exactement? Comment faire le tri dans tous ces commentaires? Vous rappeliez il y a un instant que maintenant... le laboratoire de la FNAC est un petit peu devenu, en tout cas leurs commentaires, dépassés par les commentaires des consommateurs. Je dis pas ça, Bompard en parlera ce soir. Je dis que la tendance vers la remise en cause de l'autorité me paraît fondamentale. La notation des professeurs, c'est ça. Ce que disait Raphaël Enthoven. C'est mai 68, d'où tu parles, camarade. C'est l'égalité des conditions. Tout le monde donne son avis sur tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Vous avez dit, il faudrait le noter en verbatim, on a une marchandisation de se prêter ces choses. Non. Pour moi, pour être provocateur, Blablacar, c'est pas une innovation, c'est l'autostop 2.0, c'est tout. Moi, quand j'avais 20 ans, je voulais aller à Nantes, j'allais me mettre Pont de Sèvres avec mon sac à dos, je tendais le pouce. Mais je restais 2 heures parce que j'étais un garçon. Bah oui. Maintenant, avec Blablacar, je suis tout de suite. Et si j'étais une fille, j'étais pris dans 5 minutes, mais je savais pas par qui. Blablacar, encore une fois, on note. Donc c'est mettre de la technologie, c'est pour ça que je suis pas d'accord, de nouveau,
la technologie permet de faire de l'autostop moderne. C'est ça. Uber, c'est pareil, on se prête sa voiture. Vestiaire collective ou vestiaire de copine, on se prête une robe, etc. Donc je pense que la techno permet des choses qui se faisaient... Non, mais peu importe, que ça soit marchand ou pas. On n'a pas de perceuse, on veut faire un trou. Avant, quand on avait des voisins et qu'on se parlait, on allait chez le voisin lui demander s'il a une perceuse. Maintenant, les gens vont sur leur site internet et regardent s'ils peuvent emprunter une perceuse à monsieur machin. Mais c'est la même chose. La techno le permet. Donc je ne pense pas que ça soit l'empire marchand méchant qui envahit des rapports qui étaient amicaux avant. Je pense que c'est la techno et les plateformes, comme on dit, qui permettent à des gens de se mettre en rapport. À l'État d'organiser ça pour être sûr que ça ne soit pas un trou fiscal, je dirais plus élevé que ça ne l'est aujourd'hui, ou un trou social, mais je ne vois pas un bouleversement. Ça ne va pas être une transformation de toute la société vers ça. Je pense que ça va être une partie importante, surtout chez les jeunes. Moi, mes enfants, ils seront là-dessus de manière naturelle et spontanée. Ça fait venir des gens nouveaux, parce qu'on parlait d'Uber, il y a des tas de gens qui n'ont jamais pris un taxi, des jeunes de 20 à 25 ans qui en prennent parce que c'est Uber, parce que c'est moins cher et parce que c'est pas le taxi dont l'amabilité a été décrite. Il y a ça aussi, c'est évident. L'aberration, c'est quand même pas que Uber Pop arrive, c'est qu'il faille en 2015 payer 200 000 € pour avoir le droit d'être taxi dans Paris. Et parce que tout simplement, on a oublié qu'avant, il fallait connaître le plan de Paris par cœur pour être taxi. Maintenant, c'est inutile. Et c'est pour ça qu'ils sont énervés, les taxis. C'est qu'ils sentent que tout ce qu'on leur a fait apprendre est totalement inutile avec Google Maps. Et c'est pour ça qu'ils ont des cailloux et qu'ils les lancent, parce que c'est physique et ça en est là. Donc je pense que c'est des mouvements énormes. Il ne s'agit pas de penser que c'est bien ou que c'est mal parce que ça arrive. Il faut l'accompagner et le réguler. C'est aussi qu'en 2015, des gens n'acceptent plus de payer 40 € une course quand ils sentent quelque part que ça vaut 3 ou 4 € d'essence. C'est-à-dire que là où ils sentent qu'il y a une valeur ajoutée énorme, ils vont taper dans la valeur, mais ils font des économies. Mais c'est lié aussi, je termine, à ce que vous avez dit qui est vrai, qu'on n'est plus dans un monde d'emploi à vie. On est dans un monde où il y a pas mal de gens qui ont des petits salaires ou des piges ou des petits métiers et qui veulent arrondir les fins de mois. On a vu, je crois, à Nice, des retraités qui étaient Uber, et le gars, il dit « Bah oui, mais moi, ma retraite ne me suffit pas ». Donc c'est socialement pas terrible, oui, mais bon, si des gens ont du temps libre, sont prêts à le faire, et si la société trouve un équilibre pour que ça se passe bien, je pense qu'il faut que ça aille. Et de toute façon, je pense que la vague est forte. Oui, Olivier Marcheteau, sur les commentaires, justement, cette foule qui donne le là, qui impose certains modèles, on en reparlera peut-être avec Raphaël Enthoven, donc le like, ou alors pour le gladiateur, qu'est-ce que ça vaut Comment vous en tirez profit? En fait, moi, je voudrais revenir 2 ans. Je trouve qu'on est obsédé par Uber. Et je ne suis pas sûr que Uber, ça soit l'économie collaborative dans son sens le plus pur. Et l'économie collaborative, pour moi, il y a un élément fondamental. C'est quoi le bon modèle pour vous? C'est la co-création du produit par les utilisateurs. Et donc, je trouve que Airbnb ou Blablacar, pour sortir de vestiaire collectif, sont des bien meilleurs exemples. Parce qu'en fait, il y a une notion d'offre infinie qui est extrêmement importante. Il y a des gens qui ont finalement du capital ou des choses qui peuvent proposer. Et cette offre, elle est démultipliée par la foule. Voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment nouveau. J'en parlais un peu chez nous, mais voilà, nous, aujourd'hui, on ne fait pas notre catalogue par rapport à un marchand traditionnel. On a tous les jours des gens qui disent « Tiens, il y a ça que je pourrais vendre ». Et du coup, c'est une extension extrêmement, extrêmement forte de l'offre. Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite, les internautes, c'est eux qui ils contribuent très fortement à la transaction. C'est eux qui font leur description de produits. C'est eux qui accueillent potentiellement chez Airbnb leurs clients, chez Blablacar, c'est eux qui reçoivent. Donc on est vraiment dans un modèle différent, et c'est pour ça que je dis Uber, pour moi, n'est pas si exemplaire que ça dans la communication, dans l'économie collaborative. Voilà, et je pense que c'est l'ensemble de cette notion de dire c'est les clients qui font l'offre, c'est les clients qui font la transaction et qui font la relation avec quelqu'un d'autre. Et la notation, c'est un des éléments finaux qui est finalement la voie de retour du client satisfait ou du client insatisfait. Et par contre, je pense que ce qui se passe, c'est, et ça c'est pas que dans l'économie collaborative, c'est je pense que la voie du client avec les nouvelles technologies, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte qu'il y a 10 ou 20 ans. Grâce notamment au mobile. Et que le vrai enjeu pour beaucoup d'entreprises qui étaient effectivement dans un modèle très... Nous savons, nous vous écoutons de temps en temps, comme les Chinois. On vous écoute tous les 2 ans, on fait une grande étude et puis on réfléchit à ce qu'on va faire. Et puis il y a toutes les choses qu'on ne veut surtout pas entendre, sur lesquelles on ne bougera pas. Ça devient beaucoup plus compliqué parce que les gens s'expriment en temps réel sur les réseaux sociaux, ils s'expriment sur le site, ils s'expriment partout. Et si vous ne les écoutez pas, ils partent très vite, qui est aussi une des autres spécificités. Tous les commentaires valent toujours quelque chose ou pas?
Non, faut pas non plus tomber dans Comment l'excès. Chez nous, je vais prendre un exemple. Chez nous, il y a des communautés vraiment extrêmement impliquées. Voilà. Ouais. Donc il y a des gens qui sont des fans de marques de luxe. Donc je vais prendre un cas très concret. Il y a des produits dans les marques de luxe qui sont introuvables. C'est-à-dire que vous allez dans un magasin, le produit, si vous avez vraiment un grand coup de bol, vous l'aurez, mais en fait, il est tellement pénurique qu'il n'est pas là. Il y a des gens sur notre plateforme qui vont mettre en vente ces produits-là après les avoir portés pendant 3 mois. Ils vont essayer de les vendre potentiellement plus cher que ce qu'ils ont trouvé en magasin. Pourquoi ? Parce que c'est l'offre et la demande, le produit est introuvable. Voilà, il va y avoir des échanges très musclés entre une partie de la communauté qui va dire « c'est génial, j'habite Milan ou Hong Kong et il y a 2 ans que je cherche ce sac et oui, je suis prêt à le payer tout de suite plus cher qu'en magasin parce que c'est un produit exceptionnel et que c'est celui-là que je veux ». Et il y a des gens qui vont, pour ça que je dis tous les commentaires ne sont pas intéressants, qui vont les insulter en disant « mais c'est scandaleux ce que vous faites, vous utilisez une rente de situation parce que vous êtes une grosse cliente de la marque, etc. » Voilà, c'est ces dialogues-là qui se passent. Et oui, au milieu de ça, il y a des commentaires très intéressants. Et il y en a qu'il faut peut-être modérer ou laisser passer parce qu'ils sont plus interpersonnels qu'autre chose. Ouais, Raphaël Enthoven, beaucoup de références historiques, philosophiques, bien entendu, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Ça vous rappelle donc eh bien, le gladiateur que l'on sauve ou que l'on condamne? Ah, le like. Ouais. Et juste, on peut parler du like. Juste un point quand même sur la notation. Elle est réciproque, la notation. Je parle d'Uber ici. Faut pas oublier un truc, hein, c'est qu'on note le chauffeur, mais le chauffeur, il note le client aussi. Il note le client. Le client est évalué aussi, à sa manière, à sa façon de demander, à sa façon d'accepter qu'on lui ouvre la porte, à sa façon de dire. C'est-à-dire que le client lui-même, dans cet univers qui célèbre encore une fois la conquête de l'autonomie, vous avez une série de critères parfaitement fixes et qui sont les mêmes pour tous, qui vous permettent d'évaluer le chauffeur d'un côté et le client. Évaluation contre évaluation. Il ne faut pas croire qu'on est tout puissant. On est jugé pareil. Ça, c'est un point. Je pense que c'est un élément de réflexion. C'est vrai que la question du like est très intéressante puisque le like, c'est le paradigme de l'approbation anodine qui en réalité est définitive, quoi, est fondamentale. Quiconque poste quelque chose espère recevoir des likes. Quiconque vend un produit espère recevoir des likes. Facebook, on a vu tout à l'heure son fondateur, a toujours répugné à faire des dislikes. Puisque dans le monde du bien ou dans le monde des bons sentiments, on ne peut pas détester, on ne peut pas contredire. Donc, enfin, le like a ceci de particulier, évidemment, qu'il remonte à la Rome antique. C'est le geste qui garantit la survie aux gladiateurs. Qu'au Moyen-Âge, c'est le geste qui signifie la conclusion d'une transaction. Au XXe siècle, c'est l'expression d'un sentiment. Aujourd'hui, c'est l'expression d'une approbation. Ouais, j'aime bien ton truc, c'est j'aime bien. J'aime bien ton truc. Mais en réalité, celui qui poste quelque chose et qui réclame des likes, et qui est à l'image de ce point de vue de n'importe quel prestataire en réalité, hein, mais disons le prestataire individuel qui poste sa petite trouvaille et qui réclame des likes, sa situation est exactement comparable à celle d'un type dont la vie dépend d'un pouce levé ou d'un pouce baissé. Parce que là, c'est pas la vie qui en dépend, c'est l'existence qui en dépend. Mais en réalité, l'enjeu est le même. Donc, pour mettre les choses là encore, ou introduire, non pas références historiques pour des références historiques, on s'en fiche, mais les références historiques n'ont d'intérêt que pour montrer que, en un sens, les problèmes n'ont pas tellement changé ou n'ont pas autant changé qu'on veut le penser. Notre époque n'a rien d'original. C'est un effet de la myopie de la tenir pour originale, c'est parce qu'on a le nez dessus qu'on la trouve extraordinaire. Notre époque n'a rien d'original, son originalité est soluble dans ce qui la précède et certainement dans ce qui la suit. Le like, qui est un geste plusieurs fois millénaire et qui est aujourd'hui brandi comme le signe même du XXIe siècle, à mon avis, effectivement, en témoigne, puisque vous me demandez d'en parler. Le désir mimétique est le même. On ne désire pas un objet, on désire le désir que les autres en ont. Vous irez voir un truc s'il a été surliké. Voilà. Pour terminer, parce qu'il nous reste quelques minutes avant de retrouver dans un instant Vivek Badrinath du groupe Accor, hein, justement, donc cette rencontre entre les anciens, un grand groupe hôtelier, et puis donc eh bien, les nouveaux acteurs. Hein. Tour de table pour terminer sur qui peuvent être les gagnants et les perdants donc, eh bien, de cette économie collaborative. Essayez de me trouver un gagnant, un perdant à chaque fois. Tiens, Philippe Moati, s'il vous plaît, pour démarrer. Non, je dirais plutôt, excusez-moi de ne pas répondre à votre question, je pense que pour les acteurs traditionnels, le danger, c'est de vouloir faire du collaboratif. En tout cas de la consommation collaborative. Je pense qu'à chacun son truc, il y a des plateformes qui sont en train de se créer. Ils ont à comprendre par contre le message que cela exprime. Et je pense qu'on aura sacrément rajeuni l'économie traditionnelle si elle a compris qu'effectivement elle devait définitivement s'orienter
client, c'est ça le message, hein, et de se dire, je vais basculer d'une logique où je poussais une offre à une logique où je vais essayer de comprendre des attentes latentes et d'apporter des solutions. Il y a d'autres modèles révolutionnaires qui ne sont pas de l'économie collaborative et qui ont un bel avenir devant eux. Je pense en particulier à l'économie de la fonctionnalité. On a parlé de Zipcar, on n'a pas parlé de la Blue Car de Bolloré. Ce n'est pas de l'économie collaborative. Là, il y a un acteur qui a lancé un système. Il vous vend une fonction, un service, là où dans le passé on vendait des biens. Et voilà, là, c'est en se grattant la tête, je pense qu'un peu partout dans l'économie, on peut rajeunir des business models qui étaient fondés sur des logiques quantitatives pour passer dans une logique servicielle. On va rendre service à son client. Et ce n'est pas forcément en faisant de l'économie collaborative au sens du peer-to-peer. Donc le message, il est là. Ne mimons pas bêtement des choses qui sont un peu tendance aujourd'hui, qui continueront de se développer sans doute. C'est l'écume d'une vague qui me paraît beaucoup plus profonde, ce retournement dont je parlais, d'une économie qui était sur le produit, qui va basculer dans le service à la clientèle. Voilà, et transition toute trouvée, donc dans 5 minutes. François Monboisse, perdant, gagnant? Je suis d'accord avec le service d'abord, hein. C'est-à-dire qu'on passe de j'achète une perceuse à j'ai besoin de faire 3 trous par an, quoi. Et donc il faut que à la fois Black & Decker et Decathlon sachent quoi faire pour répondre à ça, sinon quelqu'un d'autre le fera pour eux. Je pense que pour que la société y gagne, il ne faut pas essayer de mettre un mur de briques face à un tsunami, mais accompagner et réguler. C'est-à-dire réfléchir comment on va accompagner ce mouvement pour les taxis, parce qu'on en a parlé. Mais ce qui a été fait, c'est-à-dire interdire d'utiliser une technologie à des gens, c'est pas possible, quoi. Ça ne marchera pas. Et c'est vraiment imbécile. Je pense que le mouvement est gros. Moi, je continue à l'associer à cette perte d'autorité, au fait qu'on aime bien discuter avec des gens qui sont comme nous. Et on a plus confiance à des gens qui sont comme nous qu'à des autorités. Il y aura toujours les deux, les marchands et les autres, mais il faut que les marchands sachent anticiper ça et prévoient qu'il y a des sociétés qui vont se créer si eux ne le font pas. Raphaël Enthoven. Clairement, le gagnant, c'est le prestataire qui enjambe les intermédiaires et qui donne à son client le sentiment qu'il a gagné en autonomie en s'adressant à lui ou en passant par lui. C'est l'intermédiaire qui enjambe les intermédiaires, le gagnant. C'est celui qui vous dit, en passant par moi, vous n'allez pas recevoir votre loi d'un ailleurs, vous n'allez pas recevoir votre prestation d'un autre lieu, d'un ciel, etc. Donc voilà, c'est tout ce qui flatte en chacun le sentiment d'être vraiment quand même l'origine de son geste, etc. Le perdant, dans ce contexte-là, c'est l'individu lui-même. C'est, à mon avis, c'est l'individu dont on exalte l'autonomie et dont on parie par ailleurs sur la grégarité du comportement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'études de marché sur des individus dont on célèbre l'absolue singularité. Donc le perdant dans l'histoire, c'est celui qui se vit comme un homme libre alors qu'en réalité, on le traite comme une quantité. Avec des comportements parfaitement prévisibles. Voilà, donc grand gagnant, celui qui donne le sentiment qu'on enjambe les intermédiaires, grand perdant, celui qui croit que du coup il se fait une vie qui ne ressemble à aucune autre alors qu'il n'a jamais autant ressemblé à son voisin. Et le voisin, justement, il va terminer, c'est Olivier Marcheteau, donc. Ouais. On a compris, bien sûr. Vestiaire collective. Non, moi je pense que les gagnants, on n'est peut-être pas entièrement d'accord là-dessus. Je pense que les gagnants, pour moi, c'est nous tous, c'est les consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'offres, derrière il y a des produits. En général, on en parlait, il y a une contrainte économique. Aujourd'hui, vous voulez voyager, vous allez à Florence, vous regardez sur Airbnb et vous avez des milliers d'appartements que vous pouvez louer et ça coûte moins cher que quand j'essayais de voyager il y a 10 ans. Donc je pense qu'il y a un vrai gain pour les clients et pour les consommateurs. Les perdants, c'est ceux qui luttent contre l'inéductable. Moi, ça me rappelle la pub Renault il y a quelques années, ça ne marchera jamais. Moi, je continue de rencontrer, depuis 15 ans que je suis dans l'Internet, des gens qui m'expliquent que non, la télé, c'est mieux que le web, que les jeunes n'y regarderont pas sur leur téléphone mobile des vidéos parce qu'eux, ils font du produced content et que donc c'est beaucoup mieux parce qu'il y a des vrais acteurs, etc. Quand on regarde avec un peu de recul, on dit non, il faut regarder et écouter ce que font les gens. Et honnêtement, c'est un enjeu même pour des gens comme nous. Voilà, moi, je connais beaucoup de gens qui étaient dans les sociétés françaises leaders de la rencontre. Voilà, quand Mythique pense qu'il est arrivé au bout d'un truc et puis qu'il y a Tinder qui arrive et que c'est plus du tout la même logique, ces disruptions, elles vont continuer. Donc ceux qui perdront, c'est ceux qui vont s'endormir, pour dire les choses simplement. Voilà, mesdames, messieurs, passionnant donc ce matin, cette première table ronde.